Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de l'Argus de l'assurance. Nous sommes le 26 janvier, donc il est encore temps de vous souhaiter une très belle année de la part de toutes les équipes de l'Argus de l'assurance. Donc, l'Argus de l'assurance, comme on peut le voir sur les slides suivantes, ce sont plus de 150 programmes, 400 sessions de formation programmées chaque année, que ce soit en présentiel ou à distance, avec des formats e-learning, des classes virtuelles ou encore du blended learning, donc un mix entre classes virtuelles et présentielles. Nous intervenons, comme on peut le voir après, sur des thématiques variées, le risk management, la finance, la réglementation, la distribution, le digital, un catalogue de formation 2023 que vous pouvez télécharger au format digital. Je vous ai mis le lien dans le module de chat. Et l'Argus de l'assurance est aussi depuis maintenant plus de 2 ans le partenaire privilégié des professionnels du courtage grâce à sa plateforme 100% digitale Visa DDA. Vous le verrez sur la slide suivante, c'est une plateforme qui vous accompagne à travers votre obligation de formation de 15 heures annuelles pour répondre effectivement à votre obligation en tant que courtier. Sur la thématique qui va nous intéresser ce matin, nous avons notamment 3 formations phares. Si vous pouvez, Maître Ernst, passer sur la slide suivante. 3 formations phares sur la prévoyance, la complémentaire santé, la protection sociale complémentaire, dont nous allons parler avec Maître Pascal Ernst, donc, qui nous accompagne ce matin à travers le décryptage des principales mesures de la loi de financement de la sécurité sociale 2023, qui a été promulguée donc, le 23 décembre dernier. Donc, Pascal Ernst est avocate en droit de la protection sociale et de la retraite. Elle est titulaire d'une double formation juridique en France et aux États-Unis. Et elle a rejoint en novembre 2021 Ogletree Drakewings pour accompagner en fait les entreprises, tant publiques que privées, en droit de la protection sociale, en mobilité, en retraite et en prévoyance. Donc, merci Maître d'être à nos côtés. N'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions grâce au petit module questions que vous avez sur votre écran et je les lui relayerai en fin d'intervention. Maître Ernst, je vous laisse donc la parole. Bon webinaire à tous et je vous retrouve à la fin pour les questions. À tout à l'heure. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Nous avons pas mal de sujets à voir et j'ai ajouté par rapport au programme qui avait été diffusé le projet de loi de financement de sécurité rectificative, puisqu'on vient de l'avoir, il a été déposé devant le Conseil des ministres le 23 janvier 2023 et donc il a comme mesure principale la réforme des retraites. Et comme c'est un sujet qui impacte sur la prévoyance collective, j'ai ajouté cette partie par rapport à ce qui vous avait été diffusé. Donc, nous allons commencer tout d'abord par la loi de financement de la sécurité sociale principale, celle qui a été votée le 23 décembre dernier. Elle a évidemment été, je dirais, votée dans un contexte assez houleux à l'Assemblée nationale, puisque le Premier ministre a dû avoir recours un certain nombre de fois à l'article 49.3 de la Constitution, qui est une procédure dérogatoire. Le texte a ensuite fait, comme chaque année, l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel et d'ailleurs l'une des mesures que j'avais prévu de commenter a été censurée, donc ça, je vous en donnerai un petit peu le détail. Et puis la loi a finalement été promulguée au journal officiel du 24 décembre 2022. Alors, les enjeux qui étaient affichés par le gouvernement, on les connaît parce que, il y a eu des déclarations, mais vous savez que chaque année, au moment de ce texte, le gouvernement diffuse déjà un dossier de presse et ensuite, quand on a le projet de loi, il y a toujours un exposé des motifs pour chaque article. Et c'est assez intéressant de le lire, cet exposé des motifs, parce que ça donne déjà des précisions sur ce qui sera peut-être prévu dans les textes d'application quand il y a des renvois à des décrets. Et puis, vous avez un exposé de la philosophie de la mesure. Cet exposé des motifs, il disparaît dans le projet de loi qui est publié au JO. On ne voit plus que les articles qui ont été adoptés. Donc, quand vous êtes sur un texte de loi sur lequel vous vous posez des questions, vous pouvez toujours repartir dans le dossier législatif, regarder le projet de loi qui avait été déposé et lire l'exposé des motifs. Donc, parmi ces enjeux qui ont été affichés, il y avait une volonté de promouvoir une meilleure prévention,
un accès renforcé aux soins, notamment face à la problématique des déserts médicaux, et on verra qu'il y a plusieurs mesures qui vont dans ce sens. Et puis également, deux autres volets que nous n'évoquerons pas plus loin aujourd'hui, mais que je vous mentionne pour que vous ayez une vision globale du texte, des mesures en matière de soutien en famille, en particulier pour la garde d'enfants, et des mesures de lutte contre la fraude sociale. Je dirais que chaque année, on a des mesures sur cet aspect-là, qui est très important, mais qui n'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, nous allons nous concentrer sur les mesures de ce texte qui ont un impact potentiel en assurance de personnes. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il faut que je fasse attention à l'heure, pardon, voilà. Donc, dans le volet renforcer la prévention et améliorer l'accès à la santé, on trouve 4 mesures importantes. Une première mesure qui concerne l'instauration de consultations de prévention à des âges clés de la vie. Et le texte ne dit pas expressément, ne limite pas expressément à 3 consultations, ni n'indique ces âges. C'est renvoyé à une définition par arrêté. Mais dans l'exposé des motifs, justement, on voit que l'intention était de prévoir 3 consultations à des âges clés définis comme 20-25 ans, 40-45 ans, 60-65 ans. Et ce qui est intéressant quand on lit le dispositif, c'est de voir qu'il y a une prise en charge à 100% qui est prévue par l'assurance maladie. Donc ça, le texte nécessaire a été inséré à l'article du Code de la sécurité sociale, ce qui veut donc dire qu'il n'y aura pas de participation des organismes complémentaires. Et je vous lis le texte, ces rendez-vous de prévention, ils doivent donc correspondre à de l'information, de l'éducation pour la santé, de la promotion de la santé et de la prévention. Ils ont pour objectif de promouvoir l'activité physique et sportive, une alimentation favorable à la santé, prévenir les cancers, les addictions, l'infertilité, promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Et ils doivent être aussi le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles et des risques liés à la situation de proches aidants. Donc vous voyez quand même quelque chose de très large et qui est inscrit dans le texte dans le texte de loi lui-même. C'est un article nouveau du Code de la santé publique qui prévoit ce que je viens de vous lire. Donc là, quand même, une démarche assez volontariste en matière de prévention. Deuxième mesure importante, le dépistage des infections sexuellement transmissibles sans ordonnance dans tous les laboratoires, avec un remboursement prévu pour les moins de 26 ans, remboursement à 100%. Donc ça, c'est une mesure importante aussi. Délivrance en pharmacie de la contraception d'urgence sans ordonnance, avec prise en charge intégrale pour toutes les femmes en âge de procréer. Et puis, une dernière mesure qui est importante aussi, un accès simplifié à la vaccination. Et pour atteindre cet objectif, le législateur multiplie les opportunités vaccinales en donnant compétence aux sages-femmes, aux infirmiers, aux pharmaciens, et une double compétence puisqu'ils sont autorisés à prescrire et administrer les vaccins, avec également une disposition qui autorise les étudiants de 3e cycle de médecine, sous certaines conditions beaucoup plus limitées, également à prescrire et administrer des vaccins. Donc là, on voit qu'on a une mesure quand même qui est forte et qui va nécessairement donner, je pense, lieu à des ajustements dans les conventions médicales de ces professions, puisqu'il va falloir déterminer les conditions de remboursement et puis prévoir les conditions de prescription. Moi, ma réaction quand je vois ce texte, effectivement, renforcer la prévention, améliorer l'accès à la santé. L'un des objectifs du texte, c'est clairement de permettre l'exécution de tous ces actes dans des zones notamment où il n'y a pas suffisamment d'accès aux médecins. Donc en fait, on table sur la couverture du territoire par les médecins, par les pharmaciens, infirmiers et les sages-femmes pour cette vaccination. On voit également qu'on pourra avoir une délivrance en pharmacie sans ordonnance pour la contraception d'urgence et dans les laboratoires pour le dépistage. Donc ça veut dire que là aussi, on n'a pas besoin de l'intervention d'un médecin pour faire procéder à ces prescriptions.
voilà, donc quelque part, il est pris acte du fait qu'il n'y a pas des médecins partout, qu'on n'a pas forcément accès à un médecin. Il y a aussi certains types de populations qui n'ont pas l'habitude d'aller chez le médecin, mais qui peuvent avoir besoin de recourir à ces dépistages et ces contraceptions d'urgence. Donc, en fait, un dispositif qui est assez complet. Ma réaction par rapport au marché de l'assurance, c'est que effectivement sur l'aspect prévention, on peut s'interroger sur le fait qu'on ait maintenant ces consultations de prévention qui sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie, sachant que la prévention a été quand même un axe de développement important des assurances complémentaires. Donc là, on voit quelque chose qui à la fois ne viendra pas impacter vos comptes de résultats puisque vous n'aurez pas de prise en charge, mais en même temps qui peut-être va amener des aménagements dans le positionnement sur la prévention. Un autre volet qui est d'améliorer le parcours des professionnels de santé. Donc là, l'idée, et ça a été finalement voté alors que ça avait rencontré une certaine opposition. Je n'ai pas eu le temps de vérifier quelles avaient été les données, enfin je dirais, il y a peut-être eu des discussions qui ont permis de mettre en place cette année supplémentaire de stage pour les étudiants de médecine générale, donc qui vont donc passer sur un cycle de 4 ans. Le texte instaure aussi la possibilité de mettre en place des contrats de début d'exercice avec une rémunération complémentaire et une aide à l'installation, et puis vise à rationaliser des dispositifs d'aide qui sont déjà en place depuis un certain temps. Alors, autre volet important, tout ce qui concerne l'imagerie médicale et la biologie médicale. Sur l'imagerie médicale, je vous rappelle rapidement qu'elle fait l'objet d'une tarification. Les actes d'imagerie médicale font l'objet d'une tarification en 2 volets, puisqu'on a à la fois la tarification de l'acte médical lui-même et puis un forfait technique qui comporte, qui correspond au coût de fonctionnement des centres d'imagerie médicale. Et le forfait technique, lui, est plutôt un forfait en euros, alors que la tarification de l'acte médical va se faire par rapport à la grille de remboursement de la sécurité sociale. Donc, cette tarification reste instaurée. En revanche, ce qui est prévu par le texte, c'est que le forfait technique devrait désormais intégrer le coût des produits de contraste. Cette mesure, elle a été prise parce qu'il est constaté un certain gaspillage des produits de contraste qui sont prescrits aux patients qui viennent avec leurs flacons et tout n'est pas utilisé. Donc, l'idée, c'est de demander au centre d'imagerie de procurer ce produit de contraste pour qu'il y ait moins de gaspillage. Et puis, une mesure importante, c'est la mise en place d'un recueil d'informations auprès d'échantillons d'entreprises du secteur pour mieux connaître les coûts associés à l'exploitation de ces matériels et affiner les forfaits techniques. Peut-être que l'idée, là, c'est d'être au plus près du coût réel de ces coûts de fonctionnement. Donc là aussi, quelque part, cette mesure donne les moyens de mieux connaître cette activité et son coût pour les centres d'imagerie médicale. Un autre point important, c'est une réforme de la biologie médicale. Alors, au début, ça a fait couler pas mal d'encre, cette ambition du gouvernement. Je ne sais pas si, au vu des mesures qui ont été finalement adoptées, on peut vraiment parler d'une réforme. Mais ce qui est certain, c'est que là où le gouvernement avait prévu de passer en force, puisque la loi prévoit une disposition qui permet au ministère de la Santé d'appliquer une baisse des tarifs à défaut d'accord entre l'assurance maladie et les biologistes, avec objectif de générer 250 millions d'euros d'économies sur les actes de biologie médicale, hors les actes liés au Covid 2019, eh bien, en fait, cette disposition figure dans la loi, mais elle ne sera pas utilisée pour 2023 puisqu'un accord a été trouvé entre cette profession et le ministère et qu'il est par la suite prévu des négociations triennales. Donc, en fait, je dirais les modalités d'atteindre ces économies sont négociées finalement. Mais on a toujours quand même la mesure réglementaire qui peut s'appliquer. Et puis également, le texte prévoit une possibilité de prise en charge partielle et totale des actes innovants en matière de biologie médicale, alors même qu'ils sont hors nomenclature. Et j'étais en train de chercher le texte parce qu'il est intéressant, c'est l'article 51, puisqu'il vous dit quel type d'acte pourra faire l'objet de cette prise en charge partielle. Voilà, c'est tout acte innovant de biologie ou d'anatomatopathologie hors nomenclature susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique pourra faire l'objet pour une durée limitée d'une prise en charge partielle ou totale par le biais de la dotation nationale de financement
à ces actes. Voilà, donc là, l'idée, c'est aussi de permettre une prise en charge pour accélérer le développement de ces actes de biologie innovants. Autre point assez marquant du texte, c'est une première régulation de l'activité des sociétés de télémédecine. Vous le savez, la télémédecine se développe quand même en France déjà depuis presque 20 ans. Elle comporte un certain nombre d'actes, puisqu'on répertorie la télé-expertise, la télé-assistance, la téléconsultation et le télésoin. Le télésoin étant les actes faits à distance par des professionnels qui ne sont pas des médecins. Donc là, télémédecine, télésoin couvre les deux possibilités, avec un médecin ou sans médecin, et par un professionnel de santé. Ce qui est visé par le texte, là, c'est exclusivement l'activité de téléconsultation. Donc, la téléconsultation se définit comme une consultation qui est réalisée à distance par un médecin au moyen d'outils numériques. Et le texte de loi qui a été voté et adopté comportait 2 dispositions. La première, qui, je dirais, était conjoncturelle, c'était que face à l'explosion des arrêts de travail en téléconsultation, puisque cette explosion, elle est liée à la pandémie, mais elle a perduré après, le texte prévoyait que que les arrêts de travail prescrits en téléconsultation n'ouvriraient droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale que s'ils avaient donné lieu à une constatation d'incapacité physique. Donc évidemment, constatation de l'incapacité physique, ça demande quand même a priori peut-être à un moment donné ou l'autre un examen en présentiel. Et puis à condition que cet arrêt soit prescrit par le médecin traitant ou un médecin qui a déjà reçu l'assuré en consultation depuis moins d'1 an. Et cette disposition, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel, donc nous n'en parlons plus. Donc le sujet reste entier, si je puis dire. En revanche, la deuxième mesure qui vise la téléconsultation, elle, n'a pas été censurée. D'ailleurs, je suis pas certaine qu'elle avait fait l'objet d'un recours. C'est l'instauration d'une procédure d'agrément des sociétés de téléconsultation par le ministère de la Sécurité sociale. Qui est très important, cet agrément, parce que c'est la première réglementation de l'activité de ces sociétés. C'est assez paradoxal parce que ces sociétés qui sont des sociétés commerciales et qui interviennent depuis des années dans un secteur qui est extrêmement réglementé, et le secteur de la santé, n'avaient jamais vraiment fait l'objet d'une réglementation. C'est chose faite. Cette première réglementation, elle est donc limitée aux sociétés de téléconsultation. Et le texte prévoit que cette procédure d'agrément vise des sociétés commerciales régies par le Code de commerce et qui ont pour objet de proposer des téléconsultations, mais pas forcément un objet exclusif. Donc là, on attend un peu des précisions pour savoir le champ d'application exact de ce texte. L'agrément, pour être éligible à la procédure d'agrément, il faut que cette société ne soit pas contrôlée par un fournisseur, fabricant ou distributeur de médicaments ou de dispositifs médicaux, et il convient que leurs outils et services numériques respectent les règles de protection des données personnelles. C'est une évidence, mais en tout cas, le texte le dit très clairement. Alors, cet agrément, donc là, on est sur l'article 53 de la loi. Tout ce qui concerne les modalités et la durée de l'agrément est renvoyé à un décret. Le texte de l'agrément, le texte de loi qui prévoit cette procédure d'agrément est inscrit au Code de la santé publique dans les articles L4081-2 et suivants. Et c'est donc bien le ministère, enfin ce sont les ministères chargés de la sécurité sociale et de la santé qui peuvent ensuite, une fois que l'agrément est donné, demander la prise en charge des actes de téléconsultation pour les médecins qu'elles salarient. Donc, pardon, ce sont ces 2 ministères qui donnent l'agrément, et la conséquence de l'agrément, c'est que ces sociétés de téléconsultation peuvent demander la prise en charge des actes réalisés par les médecins qu'elles salarient par l'assurance maladie. Donc ça, c'est une très grande première dans le droit français de la santé et de la sécurité sociale. Les sociétés de téléconsultation font leur entrée dans l'article L 162-1-7 du Code de la sécurité sociale, qui est le texte qui prévoit la liste des professionnels et organismes de santé qui sont autorisés
à demander la prise en charge ou le remboursement des actes et prestations qu'ils réalisent par l'assurance maladie. Donc, c'est évidemment très important comme première réglementation. Les modalités de durée de l'agrément, je crois que vous l'avez dit, seront déterminées, sont renvoyées à un décret. Et donc, les sociétés qui fonctionnent et qui ont cet agrément vont donc pouvoir faire une facturation directe. L'agrément et son renouvellement seront soumis à diverses conditions et notamment, évidemment, corollaire normal, le respect des règles de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire telles qu'elles sont fixées par la convention médicale. Donc là, on voit apparaître un certain nombre de conditions. Et lorsqu'on parle de la convention médicale, c'est donc la convention médicale qui régit les rapports entre les médecins et l'assurance maladie. Alors, dans cette convention, les actes de télémédecine sont déjà pris en compte. Donc, en fait, il y a une réglementation existante et dès lors que les sociétés de téléconsultation sont agréées par le ministère et qu'elles peuvent demander une prise en charge par l'assurance maladie, eh bien, elles tombent dans le champ d'application des dispositions de la Convention des médecins qui régissent ces conditions de remboursement. La télémédecine a fait son entrée dans les conventions médicales signées avec les professionnels de santé et l'assurance maladie depuis déjà un certain nombre d'années. Le texte le plus récent en ce qui concerne les téléconsultations, c'est l'avenant numéro 9 à la convention du 25 août 2016. Et cet avenant numéro 9, en fait, il a considérablement élargi le champ d'application des actes de télémédecine qui font l'objet d'un remboursement, puisque depuis 2021, tous les patients sont éligibles à des actes de télémédecine. Mais en revanche, ce que cet avenant a prévu, et là on voit apparaître une limite à l'activité de ces sociétés de téléconsultation, donc ça, je dirais que c'est à prendre en compte dans l'appréciation de cette mesure et de sa portée, puisque la convention médicale prévoit très clairement que la prise en charge de l'assurance maladie, elle est limitée pour chaque médecin à 4 actes de télémédecine par an et par patient. Et de plus, le médecin conventionné ne peut pas réaliser plus de 20% de son volume d'activité globale en télémédecine. Donc, en réalité, quand on voit ce dispositif, on voit que la télémédecine est conçue comme une activité, entre guillemets, à temps partiel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en faire son activité, une modalité d'exercice principale de son activité. Et par le biais de ces limitations, eh bien évidemment, les sociétés de téléconsultation qui ont reçu l'agrément, elles vont être limitées dans leur déploiement lorsqu'elles vont employer ces professionnels conventionnés, eh bien ceux-ci vont devoir appliquer ces limites. Donc on voit là que, enfin en tout cas c'est mon interprétation. Donc on voit qu'à la fois on favorise la téléconsultation par cet agrément, mais en même temps les dispositions de la convention médicale vont quand même un petit peu limiter les possibilités pour les professionnels eux-mêmes de se positionner uniquement sur ces actes de télémédecine. Donc, quand on voit ces dispositions, on se dit que forcément, nécessairement, il y a un impact sur l'organisation juridique de ces activités. C'est vrai que jusqu'à présent, les intervenants sur la téléconsultation, c'était soit des plateformes qui mettent à disposition les outils numériques auprès des professionnels libéraux, soit des sociétés de téléconsultation qui emploient elles-mêmes des professionnels de santé qu'elles salarient. Et donc, ce sont ces sociétés-là qui sont visées par cette procédure d'agrément. Et on peut penser, puisque le texte ne vise que la téléconsultation, mais on peut penser qu'à terme, ce sont tous les actes de télémédecine et de télésoins qui seront peut-être l'objet d'une réglementation similaire, donc y compris la téléexpertise, la téléassistance, etc. Voilà ce qu'on peut en dire. Alors, peut-être un dernier point aussi, c'est qu'il y a eu un développement des sociétés de téléconsultation par le biais de création de centres de santé sous forme associative qui, eux, avaient l'autorisation de facturer l'assurance maladie. Donc, sur la seule activité de téléconsultation, ce sera plus nécessaire. Mais en même temps, c'est peut-être aussi, je dirais, une réglementation qui va amener ces opérateurs à se réorganiser, puisque les centres de santé aussi maintenant sont soumis à des limitations de leur activité en distanciel. Donc voilà un petit peu le paysage qui se reconfigure sur ces activités.
Et j'ai traité de cela parce que je sais que que les assureurs complémentaires ont été très en pointe, hein, sur le développement de ces activités de télémédecine, parce que c'était à la fois différenciant et une façon de proposer des prestations nouvelles aux assurés. Mais on voit là que à partir du moment où les téléconsultations vont faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie, sachant que je crois elles ne peuvent pas donner droit à des dépassements d'honoraires, ça recompose un peu ce paysage pour les organismes assureurs. Voilà. Alors ensuite, on a une mesure importante également qui est la reconduction des arrêts de travail dérogatoires Covid-19. Donc là, je dirais qu'on est un petit peu sur la queue de la comète par rapport à ce qu'on a connu depuis 2020. Donc, les assurés qui sont éligibles à ces arrêts de travail dérogatoires, ce sont les assurés qui sont testés positifs à la Covid-19 et qui donc font l'objet d'une mesure d'isolement et qui se trouvent dans l'impossibilité de travailler même à distance. Donc, dans ce cas-là, si l'assuré ne peut pas télétravailler, soit parce que son activité professionnelle ne le permet pas, soit parce qu'il est réellement malade, eh bien, dans ce cas-là, il y a cette possibilité d'arrêt de travail. L'arrêt de travail, lorsqu'il est dérogatoire, hein, il est établi par l'assurance maladie après une déclaration effectuée par l'assuré via un service en ligne avec la preuve de son test positif. Donc, on n'est pas sur un arrêt de travail établi par le médecin comme le prévoit la réglementation habituelle, mais cette modalité de déclaration effectuée en ligne, elle existe déjà depuis presque 2 ans. Donc, ce qui est reconduit également, ce sont les règles dérogatoires d'indemnisation par la sécurité sociale, donc par le biais des indemnités journalières de sécurité sociale. En fait, toujours le même procédé, on le connaît bien maintenant, c'est-à-dire que toutes les conditions sur la durée d'activité ou de cotisation minimum ne sont pas requises, hein, ces conditions sont suspendues, le délai de carence ne s'applique pas, et par ailleurs, le texte prévoit également des règles dérogatoires pour le maintien légal de salaire qui est à la charge de l'employeur en application de l'article L1226-1 du Code du travail. Donc, suppression non-application, on va dire, plutôt que suppression de la condition d'ancienneté d'1 an et du délai de carence, et la mesure de neutralisation des durées d'indemnisation qu'on connaît déjà bien. Par ailleurs, une disposition dans le texte qui prévoit que tous les frais liés à la prévention sont intégralement pris en charge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de participation à l'assureur, de l'assuré au coût des consultations de vaccination. Donc là aussi, l'idée c'est de simplifier et de faciliter l'accès à la vaccination. Donc pas de participation forfaitaire ni franchise pour la consultation pré-vaccinale et toutes les consultations de vaccination pour les frais liés à l'injection du vaccin et une dispense de frais pour l'assuré. Donc évidemment quelque chose qui facilite la vaccination puisque la personne voit son financement très, je dirais, favorisé. Voilà pour ce qu'on peut dire des mesures du texte lui-même. Dans mes commentaires, je dirais que en fait ils sont un petit peu en creux, c'est-à-dire que on voit quand même par ce texte, je dirais que s'il en était encore besoin, que le projet de Grande Sécu semble définitivement abandonné. Je pense que c'est évidemment un soulagement immense pour les opérateurs de l'assurance complémentaire. La taxation exceptionnelle des assureurs qui avait été mise en place en contrepartie des économies qui auraient été générées par l'immobilisation des patients chez eux pendant le Covid-19 n'est pas reconduite malgré une tentative du Sénat qui avait passé un amendement sur ce sujet. Donc là aussi, le texte je dirais quelque part, ne sollicite pas les assureurs par une telle mesure. Dans tout ce qui avait été annoncé par le gouvernement, je dirais vis-à-vis des organismes assureurs complémentaires, il avait été évoqué que le texte de financement de sécurité sociale pour 2023 mettrait en place un transfert de charges de l'assurance maladie vers les organismes complémentaires à hauteur de 150 millions d'euros vers les complémentaires santé. Moi, je n'ai pas vu de disposition qui mettent cela en place. Je pense que ça a été abandonné. Donc, ce qui est quand même, je pense, plutôt favorable
à l'activité d'assurance complémentaire. Et au contraire, on note que le texte prévoit plusieurs dispositions de prise en charge à 100% de certains soins et actes médicaux. On les a passés en revue. Alors évidemment, la contrepartie de ça, c'est une moindre, je dirais, un moindre positionnement peut-être des complémentaires santé sur ces dispositifs-là. Et peut-être que le texte amène à redéfinir certains axes, comme je l'ai dit dans le déroulement de la présentation, sur tout ce qui est les actes de prévention et la télémédecine. Alors, sachant quand même que les actes de prévention sont quand même très ciblés, il y a bien d'autres actes de prévention qui peuvent être, et d'autres politiques de prévention qui peuvent continuer à se déployer par l'action des assureurs complémentaires, notamment tous ceux qui sont en rapport directement avec des secteurs d'activité. La télémédecine, on voit le sujet sur la téléconsultation, mais pour l'instant, les autres dispositions, les autres actes de télémédecine ne sont pas visés. Mais voilà, je pense que c'est un petit, enfin voilà les impacts que moi je détecte dans ce texte. Alors maintenant, nous allons passer, parce que je fais attention à l'horaire, au projet de loi de financement de sécurité sociale rectificatif pour 2023. Bon, ça m'a paru important de le traiter. Je vais passer rapidement parce que nous n'avons plus beaucoup de temps et ce serait bien qu'il y ait un petit temps de questions-réponses. Mais quand même, un projet comme celui-ci a forcément un impact significatif sur les contrats de prévoyance. Donc, vous savez que le projet de loi a été adopté le 23 janvier 2023 au Conseil des ministres et donc il va être déposé rapidement devant le Parlement. Évidemment, il concerne principalement la réforme des retraites, mais il y a quand même une surprise et j'en parle parce que dans l'activité d'assurance complémentaire, les partenaires sociaux sont extrêmement présents. Il y a une surprise importante, c'est que vous savez que des lois précédentes de financement de la sécurité sociale avaient prévu un transfert du recouvrement des cotisations ARCO à l'URSSAF à partir du 1er janvier 2023 puis du 1er janvier 2024. Et en fait, cette mesure est purement et simplement annulée. C'est-à-dire que le gouvernement y renonce. C'est là intéressant d'aller lire l'exposé des motifs parce que très clairement, je suis en train de le chercher, ce renoncement est directement lié au fait que les négociations avec les partenaires sociaux n'ont pas abouti et que le gouvernement a jugé que dans le contexte de la réforme des retraites, il n'était peut-être pas pertinent d'aller, je dirais, forcer la main des partenaires sociaux sur ce sujet qui était extrêmement sensible. Même chose pour le transfert du recouvrement qui était prévu aussi pour les cotisations des fonctionnaires gérés par la Caisse des dépôts et consignations. Ce transfert-là était prévu au 1er octobre ou 1er janvier 2025, je ne sais plus. Mais en tout cas, là aussi, la mesure est annulée. Donc là, on n'était pas vraiment sur la réforme des retraites, mais en fait, c'est en raison de la réforme des retraites que le gouvernement a renoncé à ce projet. J'aurais bien aimé vous trouver les dates pour que vous ayez ça. Vous irez lire, c'était dans l'exposé des motifs et c'était vraiment intéressant. Alors, sur la réforme des retraites elle-même, la mesure centrale, vous le savez, c'est un report de l'âge légal minimum de 62 à 64 ans. Et le texte le dit précisément, la borne d'âge à 67 ans n'est pas modifiée. Cette borne d'âge à 67 ans, c'est quoi? C'est qu'on, dans le Code de la Sécurité sociale, on a une disposition qui prévoit que lorsqu'une personne atteint l'âge de 67 ans, elle a le droit au taux plein, un départ en retraite à taux plein, même si elle n'a pas atteint la durée d'assurance nécessaire. Donc cette borne-là, elle est maintenue et en fait, elle est glissante par rapport au relèvement de l'âge de 62 à 64 ans, enfin, comme c'était le cas auparavant. Par ailleurs, et ça c'était quelque chose qui avait été moins diffusé que le report de l'âge légal, il y a également une augmentation de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Voilà, donc juste pour vous donner une idée de l'ampleur des effets de ces mesures, ce qui est très frappant dans le texte, c'est qu'elles sont destinées à entrer en vigueur dès le 1er septembre 2023, donc y compris pour des assurés nés à compter du 1er septembre 1961, ce qui fait que des gens qui avaient prévu de prendre leur retraite cette année, là, en 2023, sont impactés. Je pense que c'est vraiment la première fois que cela se produit. Et effectivement, ce texte, il est adopté en l'état, il crée une falaise vraiment raide
pour la partie de la population qui est née entre 1961 et 1968, parce que ce sont eux qui sont ciblés principalement par ce texte, avec au fond une entrée en vigueur certes progressive, mais qui vient très vite. Donc pour vous donner une idée, j'ai regardé là pour quelqu'un qui est né en 1962, eh bien, son âge légal passerait de 62 ans à 62 ans et 6 mois, et avec une exigence de trimestre qui passerait de 168 à 169. Pour les gens nés en 1963, on est sur 62 ans et 9 mois, et pour la génération de 1964, on est à 63 ans. Donc, évidemment, si ce calendrier est adopté, on est sur quelque chose qui va énormément impacter la gestion des fins de carrière en entreprise. Alors, il y a bien d'autres mesures dans le texte. La principale, et qui évidemment suscite de fortes réactions, c'est la fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite pour les nouveaux embauchés. Donc, la technique qui est adoptée, c'est celle du groupe fermé, c'est-à-dire que je ne touche pas au régime spécial de retraite des agents qui sont déjà en poste. Mais en revanche, pour les nouveaux embauchés, je ferme. Et donc, ces nouveaux embauchés, a priori, seraient basculés sur une affiliation au régime d'assurance vieillesse de droit commun. C'est énorme. Sont visés les régimes des industries électriques et gazières, le régime spécial de la RATP, le régime spécial des clercs de notaire. Le régime de la SNCF, lui, a déjà été fermé, hein, selon ce principe de groupe fermé, donc il n'est pas concerné. Mais évidemment, c'est une réforme très importante pour ces régimes spéciaux. En revanche, les régimes autonomes des professions libérales ne sont pas concernés. Le texte le dit expressément, enfin en tout cas dans l'exposé des motifs, c'est affiché de cette manière-là. Il y aurait également de nouvelles règles en matière de retraite anticipée. Ça, c'est l'un des axes de communication du gouvernement, de dire que on va revoir les règles de la retraite anticipée. Donc finalement, l'idée, c'est on durcit les règles, mais pour ceux qui ont eu des carrières longues, des carrières pénibles, qui ont un handicap ou un état de santé dégradé, on prévoirait des règles plus favorables. À voir dans le détail, parce que si j'ai bien compris le texte, on ne pourrait anticiper, en tout cas pour les carrières longues, que de 2 ans par rapport à l'âge légal minimum. Donc si celui-ci est reporté à 64 ans, on ne pourrait anticiper qu'à partir de 62 ans, alors qu'aujourd'hui, on ne peut anticiper à partir de l'âge de 60 ans. Donc là, je pense qu'il y a quand même matière à discussion. Autre point important, c'est la mise en place d'un montant minimal de pension de retraite qui serait au moins égal à 85% du SMIC net, soit 1200 euros. Donc ça, c'est l'exposé des motifs qui nous donne ces chiffres. Le texte lui-même est beaucoup plus technique que cela. Et ça ne concernerait évidemment que des salariés qui ont effectué une carrière complète, cotisés au niveau du salaire minimum. Et enfin, quelque chose aussi d'intéressant qui déjà figurait dans la réforme de retraite systémique du gouvernement en 2019, qui serait de revenir sur le fait que les salariés qui sont en cumul emploi-retraite intégrale continuent à contribuer pour les régimes de retraite, mais n'acquièrent pas de droits supplémentaires. Là, le texte et l'article 13 prévoient de revenir là-dessus et donc que les cotisations de retraite versées par les salariés en cumul emploi-retraite donnent lieu à une attribution de droits à retraite supplémentaire, mais le texte prévoit dans la limite d'un certain plafond. Donc, je subodore qu'on va avoir quelque chose peut-être d'un peu compliqué à mettre en œuvre, mais qui au fond aurait peut-être pour objectif de permettre une acquisition de droits supplémentaires sans limite pour les salariés qui ont des faibles retraites et qui ont de faibles revenus, et en revanche de continuer à le système actuel qui uniquement pour les hauts revenus, qui est que quand on cotise, on n'acquiert pas de nouveaux droits, ou alors dans la limite d'un plafond qui est tellement faible que ça ne change pas grand-chose. Voilà un petit peu ce que je pressens, mais bon, c'est plus intuitif qu'autre chose pour l'instant. Également, une mesure importante, c'est la création d'un index sur le niveau d'emploi des seniors, qui a une grosse faute d'orthographe, donc un RSA senior, et qui sera publié par les entreprises concernées assorti d'une sanction financière en absence de publication. Là, clairement, le dispositif qui est prévu, c'est quelque chose qui ressemble à l'index égalité homme-femme. Et puis, la possibilité de financer via le compte professionnel de prévention un congé de reconversion vers un métier moins exposé au risque. Alors, évidemment, si j'en reste sur la principale mesure qui est le recul de l'âge légal à la retraite et l'allongement des durées de cotisation pour un taux plein, les effets potentiels sur les contrats de prévoyance sont importants. On les a vécus à chaque
réforme des retraites, c'est quand même le risque de voir un dérapage du risque invalidité, puisque des salariés plus âgés devront continuer à travailler. S'ils sont en moins bonne santé, ça risque de se traduire par une augmentation des arrêts de travail sur ces tranches d'âge-là, et peut-être même des arrêts de travail de longue durée, avec une invalidité qui se prolonge, et donc une dégradation des résultats, des comptes de résultats, qui amènera à une hausse des cotisations. Alors, parallèlement, peut-être que on va avoir une amélioration de la solvabilité des assureurs retraite, parce qu'il y a une détente sur les taux, et que, évidemment, du coup, les personnes concernées par le recul seront amenées à liquider leur pension de retraite et leur épargne retraite plus tard. Voilà, mais l'un ne compense pas l'autre de mon point de vue, même si je ne suis pas actuaire. Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire sur ces textes. Je pense qu'on peut maintenant, Laurence, ouvrir les questions, et j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Alors, déjà, Maître Ernst, un grand merci pour cet exposé très complet. Si complet que finalement, nous n'avons pas beaucoup de questions. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de mesures que vous venez de décrire, et vous l'avez dit, qui risquent dans les semaines qui viennent d'être perturbées, on va dire, par ce qu'il adviendra de la réforme des retraites en cours. Donc, nous serons sans doute amenés à nous revoir dans l'année pour rediscuter de tout ça. Mais en tout cas, je vous remercie encore pour toutes ces précisions qui ont été bien utiles. Et je remercie tous les participants d'avoir participé à ce webinaire. Je vous donne rendez-vous pour un prochain très bientôt. Merci beaucoup, Maître Ernst. À Merci bientôt à à vous aussi. À Et bientôt. très bonne journée. Bon appétit à tous. Très bonne fin de journée à vous. Au revoir. Au revoir.